sur Radio J. Radio J. Radio J. Le 10-11. Lise Gutmann. Radio J. Radio J. Kaboom, l'actu BD. Générique, je dois dire ça à chaque fois. Eric Smadja. Oui. Bonjour. Ça, alors. c'est du générique. Voilà, c'est vraiment. Je crois que c'est un des plus beaux de toutes les émissions. Je vais pas faire de jaloux, mais vraiment. Alors, Kaboom, l'actu BD sur Radio J. Nous avons un invité aujourd'hui, cher Eric, que je te laisse nous présenter. Et comment et quel invité. Merci Lise. Merci à tous de nous suivre d'ailleurs pour Kaboom. Là, on a un invité qui nous fait vibrer, qui fait vibrer la bande dessinée. Nous recevons aujourd'hui un auteur avec un parcours unique, avant tout journaliste de formation, capable de mêler rigueur du réel, l'imagination et surtout pour créer des récits marquants. Et aujourd'hui, on accueille Laurent-Frédéric Bollé. Bonjour. Bonjour Lise, bonjour Eric, bonjour à tous. C'est un très très grand plaisir et un honneur et un privilège de te recevoir. Merci d'être là. C'est moi. On va parler bien sûr d'actualité, on va parler de ton œuvre, mais avant ton œuvre, tu as un parcours journalistique. Donc aujourd'hui, comment tu peux raconter ton épopée en fait de journaliste ? Journaliste dans quel domaine d'ailleurs ? Alors, j'ai commencé à la rédaction de France Télévisions, Oui. puisque j'ai donc fait une école de journalisme et aussitôt après, j'ai été engagé à France Télévisions. Je suis resté 10 ans, donc là, je me suis un petit peu baladé dans la rédaction. Je me suis été à Télématin, d'avoir travaillé au service société, comme on disait à l'époque. Oui. Mais c'est vrai qu'à la fin, j'ai intégré le service des sports et je suis devenu journaliste sportif. Ah. Donc effectivement, une formation donc de journaliste pluridisciplinaire, ça y a pas de problème. Et ensuite, c'est vrai, je me suis spécialisé dans le sport automobile, qui a toujours été une passion. D'ailleurs, la façon dont vous êtes Je suis habillé, ça fait sport. Voilà, vous dites, oui. très sportif. Je dis Voilà. je dis rien, mais j'étais en train de regarder, justement. Quand tu dis sport automobile, quelle spécialité ? Bah écoute, alors là, j'ai tout couvert, la Formule 1 bien évidemment, mais aussi le championnat du monde des rallyes, l'endurance, les 24 heures du Mans, C'était bien quelles sûr. années, quelle période ? Ah bah ça, c'est globalement les années 2000-2015. D'accord. Voilà. Ah ouais. Voilà, pendant 15 ans, là, je mets en priorité quand même mon métier de journaliste, où je suis engagé. Alors j'ai même travaillé pour quelques médias concurrents du vôtre, en radio. Bon, enfin bref, c'est plus le sujet. Mais pourquoi lesquels on peut Non, le dire. j'ai animé une émission sur RMC, par exemple, pendant une petite dizaine d'années. Oui, non, mais je voulais pas. Donc, effectivement, ça, c'était une casquette que j'avais, mais je n'ai jamais quitté celle de scénariste de bande dessinée, qui a été, à vrai dire, mon premier métier. Quand mon premier album sort, je suis étudiant en journalisme. Donc, on pourrait dire que j'ai quand même commencé par la BD. Donc, j'ai toujours fait les deux en parallèle. Et puis, depuis une dizaine d'années maintenant, là, avec l'âge, avec l'envie, la passion, j'ai eu envie de me consacrer vraiment exclusivement à mon métier de scénariste. Est-ce que le côté journaliste t'a appris à poser des questions inattendues ? Alors, je dirais pas ça en premier, si tu veux. Je dirais que ça m'a appris à une certaine rigueur et à me documenter de manière sérieuse, rigoureuse, pour reprendre le mot, confronter les avis. Rien n'est jamais ni blanc ni noir, on est tous d'accord. Donc, il faut confronter les sources, il faut aller à la pêche aux infos, comme on dit. Ça, je revendique cette rigueur et cette volonté d'être un peu au-dessus de la mêlée, ça c'est sûr. Après, quand je rencontre des gens pour effectivement ma documentation, je pense qu'effectivement j'ai ce réflexe naturel de poser des questions d'une certaine façon qui fait qu'effectivement je me retrouve peut-être avec un micro quand je l'avais un micro dans la main ou que j'avais une caméra à mes côtés et un preneur de son qui m'aidait à capter une interview. Oui, je retrouve forcément quelques anciens réflexes de journalisme. Et je crois que la façon de poser des questions, oui, elle n'est pas innée, on est d'accord. Être journaliste pendant 30 ans, pratiquement ce que j'ai été, c'est sûr que ça fait aller vers les gens d'une certaine façon, oui, bien sûr. On peut parler bien sûr des œuvres majeures. Oui, important. Important parce que tu as travaillé sur ce que j'appelle moi Legacy, comme Bruno Brasil par exemple. Oui. Tu as travaillé sur 13, tu as travaillé aussi avec des très grandes pointures dont on a parlé tout à l'heure en off avec Christian Rossi. Ce sont des projets qui sont puissants aussi, puisque tu as travaillé sur un autre sujet comme la bombe. Qu'est-ce qui t'attire dans ces univers si différents ? Écoute,
quoi qu'il arrive, on en revient toujours à la même équation. Quel est le rôle peut-être d'un écrivain, en tout cas quelle est l'envie d'un auteur, et en plus en bande dessinée, c'est de raconter une histoire. Voilà, on a beau faire le tour du problème, on en revient à ça. Raconter une histoire. Alors l'histoire, elle peut être de fiction. Oui. Effectivement, quand je fais un album de la série prestigieuse 13. Alors 13, c'est la série de base que tout le monde connaît. le Et il y Goat. avait une série dérivée qui s'appelait 13 Mystery. Et Oui. moi, effectivement, j'avais intégré l'équipe 13 Mystery. J'avais fait un album où on reprend un personnage de 13 et on le remet en scène. Bon, là, on est ce dans qu'on appelle un spin-off, en oui, fait. exactement. On est bien dans de la fiction totale. Là, j'ai carte blanche pour proposer un projet où je vais prendre un personnage qui existe et je vais lui inventer une vie. Bon. Mais comment tu fais pour passer justement d'une série de patrimoine, on peut appeler c'est ça, oui. comme les DS aussi, Oui, que j'ai repris. que oui, tu as effectivement. repris, à des choses qui sont dans le concret du quotidien, en fait. Là, je crois quand c'est même. réaliste, c'est hyper documenté ce que tu fais. L'histoire, de toute façon, quand je dis l'idée, c'est de raconter une histoire, ça peut être de la fiction ou ça peut être effectivement tiré de la réalité. Donc là, c'est ce que j'appelle un roman vrai. On va parler bientôt de mon dernier album, j'imagine. Bon, c'est Sûrement. c'est une sorte de roman vrai de ce qui s'est passé il y a 40 ans par rapport à un drame qui nous a tous marqués. Mais écoute, il y a soit effectivement le fait de raconter une histoire de fiction, soit le fait de raconter une histoire vraie. Quoi qu'il arrive, pour moi, c'est juste changer un petit peu de casquette, pour reprendre l'expression. Et quand j'avais terminé mes journées en journalisme, de travail de bureau, même parfois, ou de commentaires, ou d'aller interviewer, faire un reportage, le soir, effectivement, je m'évadais. Mais Donc, alors justement, la BD comme évasion après le travail de journaliste, c'est comme ça qu'on passe de l'un à l'autre? Oui, il y avait de ça, incontestablement. Il y avait la volonté de vouloir changer un petit peu d'univers, parce que quand j'ai été en sport automobile pendant 15 ans, c'est vrai que voir des voitures tourner toute la journée, aller sur des circuits, c'est génial, Ça on est donne bien le d'accord. tourner. C'est mieux que les guerres quand même. Oui, voilà, Voilà. c'est fabuleux. Et puis moi, je peux vous le dire, Ouais. je pourrais en parler des heures, ces pilotes qui sont plus haut niveau, parce que je couvrais quand même le plus haut niveau, c'est des gens qui prennent des risques de dingue et qui sont des À chaque instant, hein. Oui, Oui. et quand vous êtes parmi les meilleurs pilotes du monde, chapeau bas, quoi. Mais effectivement, Vous le soir, je continuez à voulais... aller, je continue sur de voir des courses sur des circuits. non, je continue de suivre Oui. toutes les courses automobiles que je peux à la télé, ça c'est D'accord. sûr. Mais non, j'ai vraiment, c'était une autre vie maintenant. Je suis scénariste. Génial. Je n'ai plus de carte de presse, et puis je me concentre sur mes projets et effectivement raconter aussi par des romans graphiques, puisque Bien sûr. l'offre en bande dessinée a complètement explosé. Ouais. Quand j'ai Bah commencé, oui. c'était encore des albums de 46 pages, petit format, couleur, où c'était de la Le fameux fiction. gaufrier. Oui. Maintenant, effectivement, j'ai fait un album de 500 pages sur l'histoire de l'Australie. Mais oui. Absolument. Si c'est pas spécialisé, ça, En- c'est possible En maintenant. parlant de ça, quelle est l'œuvre qui t'a le plus marqué émotionnellement ou professionnellement, et laquelle t'a posé le plus de défis? Dans mes œuvres. Ouais. Ah ouais, oui. Bon, alors la plus importante, ça c'est sûr, de ma carrière, c'est La Bombe, La Bombe. forcément. Ouais. Et je remercie évidemment Tu par peux ce nous micro interposé. parler pour nos auditeurs, qu'est-ce que cet album? La Bombe, c'est littéralement l'envers du décor, les coulisses, la grande saga de la bombe atomique durant la Seconde Guerre mondiale. Évidemment, dit comme ça, on se dit, oui, on connaît tout. Mais non, on connaît pas tout. Tout l'intérieur du projet Manhattan, je peux vous dire, vous allez découvrir des choses. Et je vais d'ailleurs vous prendre un exemple. L'album est sorti en 2020, ça fait 6 ans là. Mars 2020, on fête les 6 ans. Bon, je me permets de dire qu'il s'est vendu au moment où je vous parle à 175 000 exemplaires traduits dans 20 pays. Bon. C'est un top master. On a Oui. donc atteint quelque chose. 3 ans après, le film... Ça correspond Oui. à un besoin de connaissance de la part du public. On est bien d'accord. Et puis surtout, 3 ans il fait pas après... 2 pages. Hein. Non, Oui. donc c'est pareil, c'est quasi 500 pages. 3 ans après, le film Oppenheimer sort. Globalement, c'est un peu la même chose. Je suis le premier à le dire. C'est de l'intérieur, on suit Oppenheimer et comment tous les scientifiques du projet Manhattan à Los Alamos ont globalement conçu et construit la bombe atomique. Notre personnage principal, nous, dans la bombe, il apparaît dans le film Oppenheimer. Il apparaît 1 minute sur 3 heures. Ce qui prouve bien que, franchement, il y avait d'autres choses à dire. Bien du sûr. matériau. Parce que quand je vois que notre personnage principal, qui pour nous est fondamental dans l'histoire, n'apparaît qu'1 minute dans le film Oppenheimer, je peux vous dire qu'effectivement, il y avait de quoi dire autre chose.
au-delà même d'ailleurs du narratif américain. Mais ça, c'est un autre problème. C'est leur vision des choses, quoi. Voilà. Ouais, Donc, ouais. vous voyez qu'il y a toujours des choses à dire. En plus, nous, on voulait vraiment mettre le focus sur le Japon et la reconstitution d'Hiroshima avant le drame du 6 août 45. Donc, la bombe est forcément mon livre le plus important. Ensuite, je suis très sensible à l'Australie. Bon, je l'ai Qui dit est une tout à vraie l'heure. réussite. Voilà, donc On parlera justement de tes, entre guillemets, si je peux me permettre, des attelages. Comment tu trouves tes auteurs? Parce que à chaque fois, ce qui est très intéressant dans ton parcours, c'est ce changement de rythme avec tes auteurs. C'était tes dessinateurs, pardon. Et quand on passe d'un Christian Rossi sur un western, absolument, qui s'appelle Deadline. Deadline, à aujourd'hui sur Le visage du créateur, qui est ton album qui vient de paraître, avec ton dessinateur Cristiano Spadoni, un Italien. Cristiano Spadoni, on voit qu'il y a quand même des changements de paradigme à chaque album. Mais quelle force! Écoute, moi, je fais partie de cette peut-être ancienne génération où je veux apprendre quelque chose de nouveau tous les jours. Voilà. Si je me couche le soir en ayant appris quelque chose, je suis content. Je passe mon temps à lire des livres pour me documenter, pour apprendre des choses. Et évidemment, après, je veux Mais l'histoire, apprendre ça des choses vous à mes touche lecteurs. particulièrement. Oui, bien sûr. Oui. Parce que un fond historique et des faits. Évidemment, j'ai été picousé à l'actu. Oui. Bon, En tant forcément. que journaliste. Voilà, c'est ça. Ouais. Et combien de fois on découvre des choses incroyables, des histoires, parce que souvent la réalité est plus forte que la fiction, et j'ose le dire. Absolument. Donc effectivement, se baser sur une histoire vraie, d'après une histoire vraie, c'est jouissif, parce qu'on sait qu'on a un sujet fort. Ah, t'as du matériau. Et comme on est scénariste quand même, et ça je vais pas renier le fait qu'à un moment donné, il faut un petit peu mettre en scène, il faut un petit peu redialoguer, il faut un petit peu quand même habiller une histoire, Ouais. c'est jouissif que de remettre en scène et un peu se projeter dans des pensées. Oui. Alors en parlant justement d'actualité, ton album qui vient de paraître chez Rue de Sèvres, qui est mon coup de cœur pour la chronique du Smash d'ailleurs, Merci. c'est Le visage du créateur. Non, rien que le titre, au secours, c'est exceptionnel. Je trouve que c'est très puissant. Avec cet album, qu'est-ce qui t'a poussé à raconter cette histoire maintenant? Parce que on allait célébrer le 40e anniversaire de la tragédie dont je parle. Donc cette tragédie, c'est l'accident au décollage de la navette spatiale Challenger Mais le oui. 28 janvier 1986. Et effectivement, Lise, peut-être c'était le cas pour vous, moi je m'en souviens de Moi, cette je m'en image à la souviens très télé. bien. Je Alors, me en souviens, direct même. c'était un choc. Hein. Bah oui, c'est un choc. Un parce vrai que, choc. Pourquoi? Parce Ouais. qu'on voit de nos yeux, en Ouais. direct, à la télévision, En 7 direct. personnes mourir. J'ai des frissons. C'était horrible. On a beau retourner le problème dans tous les sens. Et Moi, d'ailleurs, c'est quelque chose qui m'a vraiment bah oui, marqué on est d'accord. également dans ma carrière parce que évidemment on s'y attendait pas Non, et ça a été atroce, voilà. vraiment le choc. Au-delà du fait d'avoir été subjugué, je pense qu'on s'est tous mis à la place, à cet instant précis, à la place de ces hommes et de ces femmes qui Mais ont oui. su que c'était fini. Oui. Moi, je suis encore plus touché lorsqu'on revoit les images de la télé américaine à l'époque. Il y a des plans de coupe, comme on dit, sur la tribune officielle où on voit les parents Ouais, c'est vrai. de Christa McAuliffe, qui est la Oui. personnage principal du livre et Christa sans doute de McAuliffe. cette mission. Et on voit ces parents qui regardent le ciel de manière un peu ébahie et qui, j'allais dire, ne comprennent pas, ou en tout cas ne veulent pas comprendre. Effectivement, on voit bien qu'il y a Non, des... on refuse. Mais on refuse Et l'évidence. tu le transcris bien, Ouais. d'ailleurs, parce que t'as le père qui est dans la voiture Mm. et qui dit, je crois, de mémoire, je comprends pas. Oui. Ça, c'est un ingénieur qui savait que la catastrophe était possible. Et elle a donc eu lieu. Parce qu'il y a des raisons qui expliquent pourquoi Bien la sûr, navette bien sûr. spatiale a explosé. Mais ces plans de la réalisation américaine sur les parents d'une des astronautes qui donc comprennent que leur fille est morte sous leurs yeux, moi, à chaque fois que je revois ça, ça me Cette ça astronaute qui m'étreint était le cœur. d'ailleurs professeur. Bah alors, c'est une civile, mais c'est pour ça que cette une mission, enseignante. C'est une enseignante. elle est restée vraiment historique un peu à tous les niveaux. Bon, par son accident, bien sûr. Mais en plus, c'était la mission la plus importante du programme des Mais navettes oui. spatiales. Dans l'absolu, Je s'il crois que fallait ça a qu'il y en ait un une peu qui se passe bien, freiné. c'était celle-là. Quoi. Ça a freiné le programme après. 2 ans et demi. 2 ans et demi, d'interruption. hein. Oui, Eh oui. oui, ça ne repart que... Comment tu as travaillé le scénario? Bon, alors, le scénario, je suis confronté à un cas de figure évident que nous savons la fin. Ouais. Et que je vais pas jouer un suspense idiot pour dire attendez, peut-être que la navette va exploser à la fin. Enfin, ce que je veux dire, on est là, on est dans la descente. C'est un événement historique, on le sait. Comme Oui. on savait que la bombe atomique a bien explosé à Hiroshima. Exactement. Donc tout l'art du scénariste est bien de faire un récit qui va faire que
Comment on y arrive? Et le simple fait de focaliser sur une sorte de flashback, parce que je démarre par une scène qui se passe 10 ans après l'accident. Absolument. Je fais un peu la même recette qu'a fait Avec Titanic. le père et le film. fils qui sont en train Oui, de... c'est des pêcheurs des en Floride pêcheurs, et qui ont retrouvé 10 ans après des morceaux de la navette spatiale. D'ailleurs, je me permets de dire qu'on en retrouve toujours. Ouais. La dernière fois, c'est en novembre 2022, on a retrouvé un morceau de 6 mètres du côté du triangle des Bermudes. Donc, vous voyez, Ah oui. on est 40 ans après presque. Bon, bref. Donc, effectivement, ça m'avait alerté que 10 ans après, on retrouvait encore. Donc, j'avais mis en scène et le père raconte au fils, en fait, ce qui s'est passé. Ouais. Donc, on est dans un flashback. Mais on est comme dans le film Titanic, si vous vous souvenez bien. Dès le début, Cameron nous explique que le navire, que le bateau Titanic a coulé. Et en plus, il y a même une scène où il y a une reconstitution, etc. Et le fait est qu'après, on se projette sur le déroulé chronologique. Et c'est ça qu'effectivement, j'ai un petit peu réemployé. On revient en flashback, mais après, on est pratiquement en temps réel. Et on sait que la catastrophe va arriver. Mais comme on focalise sur les hommes et les femmes qui vont composer Absolument. ce drame, Absolument. bah effectivement, ça marche. Encore faut-il après bien les habiller, avoir des dialogues intéressants, émouvants, etc. Et justement, par rapport à ça, est-ce que parfois tu as privilégié l'émotion plutôt que les Oui, faits? oui, complètement. Parce que ça fait partie de l'histoire. Quand un des astronautes qui était d'origine japonaise se voit offrir un ballon de football par sa fille, qui a fait un match dans son collège, et elle dit tiens papa, parce que ça je savais pas, mais chaque astronaute, c'est un peu par superstition, je comprends que c'est pour tout le monde pareil, on porte toujours un petit objet un peu Un fétiche. objet de Ouais. chez lui, oui. Voilà, C'est vrai. ça je veux bien croire que sans doute tout le monde fait ça et on le ferait si on était à leur place. Bon, donc lui il emmène ce ballon de football qui est donné par sa fille. Bah, j'avoue que moi ça m'émeut quand j'apprends ça. Donc effectivement je recrée la scène où la petite fille privilégies donne le l'émotion. ballon à son papa. Bon bah voilà, mais là je n'invente rien non plus. Donc je suis dans mon rôle de metteur en scène. Oui. Est-ce qu'il y a des choix difficiles justement pour maintenir cette tension, cette précision en fait dans l'histoire? Non, je dirais qu'il y a eu des choix éditoriaux parce que est-ce que je parle à un moment donné de Jean-Michel Jarre? Vous allez me dire mais qu'est-ce que vient faire Jean-Michel Jarre? Bah oui, je vous annonce que Avec Jean-Michel Jarre, Ronald McNair. un des astronautes, Jean-Michel Jarre, a un rôle à jouer dans cette histoire. Incroyable. Personne ne le sait plus. Ouais, Bon. tout à fait. Faut lire le livre, Oui. absolument. Alors là, par exemple, est-ce que je mets Jean-Michel Jarre en scène? Bah oui, parce que quand même c'est émouvant. L'un de ces 7 astronautes a donc lui emporté un saxophone dans ses bagages pour le jouer un morceau au saxo depuis l'espace. Et ça devait être inclus dans un album de Jean-Michel Jarre. Bon bah là c'est émouvant. D'ailleurs, c'est ce personnage-là, Ronald McNair, c'est aussi un personnage qui est hyper attachant et qui a un parcours assez atypique d'ailleurs. Hein. Oui, donc c'est un astronaute noir américain. Ouais. C'est vrai que cette mission, elle était vraiment bien représentée. Elle est très éclectique. Ouais, là vraiment, au niveau de la diversité, comme on dirait maintenant, Ouais. c'était super. Avec 2 femmes, donc notamment. Et Ronald McNair, bah oui, c'est un ingénieur, il est ceinture noire de karaté, il sait jouer du saxophone. Je peux vous dire, oui, c'est vraiment tous là, les astronautes professionnels, c'est des têtes incroyables. Hein. Bah, surtout qu'ils ont un physique hors norme. D'ailleurs, tu le mets aussi en scène, hein, le côté du besoin physique avec McAuliffe, Oui. qui au bout d'un moment fait une petite balade pour courir et on voit qu'elle ne suit pas la cadence. Donc elle, c'est une civile. C'est ça l'intérêt du programme, c'est que une civile, en fait ils étaient 2, il y avait un homme aussi civil, un ingénieur, mais enfin elle, on a tous focalisé sur elle, c'est une prof de collège qui est sélectionnée parmi 10 000 candidates pour aller donc dans la navette spatiale, dans l'espace et dispenser un cours depuis l'espace. Et donc effectivement c'était littéralement C'est vrai, l'ouverture de la conquête spatiale aux civils, à la société civile comme Mais on oui, dirait bien maintenant. sûr. Et donc vous avez une mère de famille qui a 37 ans, qui est Madame Tout-le-Monde si j'ose dire, Absolument. qui vient du New Hampshire, dans un collège qui est pas complètement huppé, et qui va devoir se mettre en congé sabbatique, bah oui, qui va devoir un peu jongler c'est avec vrai. sa vie de famille. On Ah, sait tu que ça le n'a pas montres été bien, ça, facile, d'ailleurs. bah oui, qui a 2 jeunes enfants qui ont 7 et 5 ans, donc voilà, c'est toute une vie qui est bouleversée. Et évidemment, le but du jeu, c'est pas qu'elle meure en direct à la télévision devant Évidemment. des Non, parce millions que de souvent, on voit téléspectateurs. qu'ils se projettent d'ailleurs sur l'après, après la mission. D'ailleurs, on voit très bien, vivement que ce soit terminé, Oui. qu'on passe à autre chose. Mhm. Et d'ailleurs, par rapport à ça, est-ce que pour toi, le matériau a dépassé ce que tu pensais Alors, tu parles de quoi exactement? de l'album, De l'album de l'histoire? Est-ce que tu t'es fait dépasser par ce que tu as fait? Oh, écoute, non, je dirais pas ça. Pas que je souscris pas globalement à l'idée que tu soulèves, mais bon, à partir du moment où on est quand même scénariste professionnel et que il y a un cahier, j'allais dire des charges, mais en tout cas, il y a quand même au bout du compte un album à imprimer, à éditer. L'éditeur, on est en liaison permanente. Non, l'album, il est maîtrisé. Je sais exactement où je vais. Il n'y a pas eu véritablement de chemin de détourné où non, tout était prévu. Justement, par rapport à ce que tu viens de dire, mais comment tu fais pour garder justement cette tension, ce fil narratif, sans pouvoir justement, en préservant justement l'émotion et la tension?
Je saurais pas, je comprends à ta question que tu me complimentes pour cela et je t'en remercie. Écoute, c'est le métier. Il y a des scènes de ce que j'appelle des scènes contemplatives où les personnages boivent un café au clair de la lune et réfléchissent un peu sur le destin qui les attend. Bon, Tu sais que ça, c'est des scènes là, très fortes. Ça, là, cette scène que tu viens juste de décrire, ça m'a fait penser à un film que j'ai vu en janvier de l'année dernière qui s'appelle Life of Chuck. Je sais pas si tu l'as vu. Alors, non, je l'ai pas vu. Mais Et en effectivement, fait, je vois ce dont tu c'est un parles. film en Oui. 3 chapitres et à la fin du D'accord. premier chapitre, t'as ce moment-là où ils sont en train de regarder les étoiles. Bon, je t'invite à regarder ce film qui est exceptionnel. Ah ouais. C'est d'après une nouvelle de Stephen King Ah, d'accord. qui est tout sauf de l'horreur. Oui, oui, mais oui. c'est justement l'histoire de Chuck. Eh ben oui, je l'ai vu là sur Canal. Alors- Il était passé, il faut que je le voie. Voilà. Laurent Frédéric Bollet, combien mettez-vous en moyenne de temps pour réaliser des albums aussi conséquents? Là, c'est 3 ans. Ah oui, Quand même. ça m'étonne pas. Ben oui. Ouais. Parce que vous avez... je repense à cette image iconique du monde de l'actu, ce que j'appelle la breaking news. On s'en souvient, la navette Challenger explose, comme on dirait maintenant sur les chaînes d'infos, etc. Oui, ça oui. tourne en boucle. Bon, je me dis, ah oui, non, là, il y a forcément une histoire, il faut que je creuse. Bon, creuser, au-delà de notre culture générale, Oui. c'est là qu'il faut aller se documenter. Et c'est là que, votre passé de journaliste vous aide à creuser, à Oui, quand même. retrouver les dossiers, Oui, oui. etc. Oui, oui. Il y a un lien évident. Bien sûr, sur Internet, de nos jours, on trouve tout. Puis il Oui. y a des livres, je les ai achetés et je les ai lus. Mais quand Bien même, sûr. je suis persuadé qu'il y a un regard qui est Un propre à la journal- documentation. Ouais, ouais. Un regard journalistique. Non seulement un regard journalistique, mais en plus qui est captivant parce que tu sais mêler l'émotion et tout en gardant le fil narratif. Donc on a une captation en fait du lecteur qui est permanente. Et tu arrives justement, quand tu parlais de ce moment où ils sont en train de boire un café, en fait tu dis bon ok on va se poser 2 secondes, mais en fait c'est que 2 secondes. Parce qu'après il y a justement ce flashback, cette mission. On parle aussi de Nichelle Nichols. Ah oui, alors tiens, quand une même. personnage importante. Personnage importante dans le récit puisque c'est l'histoire de la conquête spatiale à travers quand même une icône, qu'on le veuille ou non. Star Trek, c'était quand même les Trekkies américains en sont fans. Ouais. Et ça a été l'image de pouvoir justement capter l'attention de tous ces... Là, il y a un petit point commun avec mon ancien métier. Le nombre de pilotes que j'ai pu interviewer qui me disaient, mais moi, si je suis arrivé au sport automobile, c'est aussi parce que gamin, j'ai été intéressé par Michel Vaillant. J'ai lu Michel oui, Vaillant. bien sûr. Et ben, le nombre d'astronautes qui ont avoué qu'effectivement avoir vu la série télé dont on entend évidemment la musique mythique Star Trek dans les années 60 les avait aussi un petit peu conditionnés à peut-être aller viser les étoiles un jour. Et oui, c'est pas rien. Ces inspirations d'enfance ou de jeunesse, la télévision a joué ce rôle pour certains astronautes. Et voilà. Nichelle Nichols, pour ceux qui sont spécialistes des anciennes séries télé, c'est celle qui joue le lieutenant Uhura dans la première saison de Star Trek. Et après, elle est devenue ambassadrice de la NASA. Et c'est elle qui a contribué à recruter quelques astronautes, voilà, dont notre fameuse Malheureusement, prof. l'émission tout Déjà, ça, mais c'est pas vrai, j'avais à peine commencé. Alors, il faut quand même dire quelque chose de très important. C'est Spadoni quand même. Il faut quand même Mon parler de ton dessinateur, si j'ose dire, oui. Un dessinateur italien qui vient justement un petit peu de l'actu, parce qu'il a fait pas mal de travaux en illustrant l'actualité. Donc il a un trait noir et blanc qui est assez esquissé et qui moi me donne toujours l'impression qu'on est en train de lire une page d'actualité. Eh bien, ce sera le mot Merci, de la fin. Laurent Merci Frédéric. beaucoup. Merci à vous. Laurent Frédéric Bollet, merci beaucoup. Eric Smadja, et on se retrouve C'était très passionnant. vite sur Radio J. Vraiment, vous êtes le bienvenu D'accord. quand vous le souhaitez. D'accord. Au revoir, bonne Au revoir. journée, merci. Merci Lise. My God. There's been an explosion. Velocity 2,900 feet per second, altitude 9 nautical miles, downrange distance 7 nautical miles. This is not standard. This is not something that is planned, of course. I can see a solid rocket booster has broken away from shuttle. Ça, c'est uniquement sur Radio J. Radio J. Radio J. Radio J.